Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, quel plaisir de vous retrouver ce soir en présence, sans les masques, de surcroît. C'est évidemment l'information essentielle de cette rentrée de semestre de printemps 2022. On voit quand même que l'habitude d'avoir eu la possibilité de suivre des événements et des conférences en ligne se perpétue encore un tout petit peu. Sans doute qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui derrière leurs écrans pour suivre la conférence qu'on aura le bonheur de suivre tout à l'heure ensemble. Quelques informations sur la rentrée 2022, de ce semestre de printemps 2022. Tout d'abord pour vous dire évidemment que nous sommes encore et toujours en attente d'une association de la Suisse au programme Horizon Europe. C'est une des thématiques qui nous tient en haleine depuis quelques mois. Nous espérons que cette situation va pouvoir trouver une issue la plus rapide que possible, tout en sachant effectivement que pour l'instant, il n'y a guère de signaux qui nous font voir la lumière au bout du tunnel, comme ça a été le cas pour la pandémie. Face à une situation qui est difficile, qui préoccupe les chercheuses et les chercheurs, non pas seulement pour leur propre carrière, mais aussi pour ce qu'ils peuvent apporter à l'ensemble de la société, car s'il est bien question de cela, mesdames et messieurs, la capacité que notre monde académique a eu au cours des 2 dernières années d'apporter des solutions, des remèdes à la situation de pandémie que nous avons traversée, elle provient effectivement du financement de la recherche fondamentale qui a été faite par les financements publics depuis de très nombreuses années. Cette solution que notre monde scientifique a pu apporter à la société tient aussi au partage des données, à ce qu'on appelle parfois la science ouverte, et puis vient aussi évidemment des collaborations internationales qui ont permis effectivement ensemble, cette communauté scientifique, d'apporter des solutions à la situation de pandémie. Face à cette situation difficile, les milieux académiques ne restent pas les bras ballants. Ils se mobilisent, mais il prévoit aussi des projets de collaboration au niveau suisse pour faire en sorte que la position de la Suisse reste encore et toujours attractive pour les chercheuses et les chercheurs venus du monde entier, que la position de la Suisse reste encore et toujours attractive pour les personnes qui font leur carrière ici en Suisse. Et cela passe manifestement par des collaborations interinstitutionnelles. Et nous avons, ici à l'Université de Genève, déjà mis en place toute une série de collaborations à l'échelle lémanique en particulier, mentionnant le centre de cryo-imagerie, le centre Dubochet, que nous avons inauguré il y a quelques mois de cela, avec les PFL, avec l'Université de Lausanne et l'Université de Genève, qui jouent un rôle extrêmement important de ce centre d'imagerie qui va permettre effectivement d'apporter des contributions tout à fait essentielles à la recherche biomédicale. Voilà le type de collaboration interinstitutionnelle qu'il nous faut mettre en place, que les autorités fédérales, nous l'espérons, soutiendront encore plus pour faire en sorte que cette place académique reste ce qu'elle a toujours été, une position phare dans l'Europe, une position phare dans le monde, et nous avons besoin de ces collaborations. Pour citer encore d'autres collaborations que nous avons mises en place, permettez-moi de mentionner également une collaboration que nous avons récemment conclue avec l'EPFZ, l'École polytechnique fédérale de Zurich, et le Global Studies Institute, le mariage entre les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur à l'EPFZ, avec un magnifique projet dans le domaine de la diplomatie computationnelle. Alors, il me faudrait sans doute 1 heure pour vous expliquer exactement ce qu'est la diplomatie computationnelle, mais c'est véritablement la capacité de tirer profit de ce que l'intelligence artificielle peut apporter au monde diplomatique, de manière à ce que demain le multilatéralisme puisse se fonder sur d'autres bases qu'aujourd'hui, la capacité aussi, encore une fois, de partager avec l'ensemble des pays dans le monde. Permettez-moi également de mentionner la 4e chaire UNESCO qui a été récemment attribuée à l'Université de Genève. Je crois que cela nous classe en Suisse, en tout cas au sein des universités qui ont le plus de chaires UNESCO. C'est une 4e chaire dans le domaine de toponymie des lieux qui a été octroyée à la faculté des sciences de la société au professeur Giraud. Voilà encore une réalisation qui montre, à côté d'autres chaires UNESCO, la capacité de l'Université de Genève de rester toujours innovatrice malgré les temps difficiles que nous traversons. Et puis, évidemment, une mission de relation à la cité,
ce soir cette conférence que nous aurons le plaisir de suivre tout à l'heure sur les humanités numériques. Mais également demain soir, je vous invite à suivre, si cela vous intéresse, le débat organisé par l'Association des alumni de l'Université de Genève sur précisément Horizon Europe. Quel impact pour la recherche, quel impact pour la société, avec des participations de 3 collègues de haute école suisse, Joël Mézot, le président de l'EPFZ, Astrid Épinel, la présidente de la Chambre des hautes écoles universitaires pour Swiss Universities, 3 représentants du monde politique, 3 représentants aussi du monde économique, une rencontre qui sera sans doute extrêmement riche et je vous invite demain soir à y participer à partir de 18h à la salle B106 Unibastion. Voilà, cela a été dit. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous joindre aussi demain soir. Et puis une dernière allusion sur cette relation entre l'université et la cité. Une exposition que vous pourrez découvrir à l'espace de Karl Vogt sur le boulevard Karl Vogt, dans le bâtiment que l'université détient au boulevard Karl Vogt, qui s'intitule « Où est le monstre ?» Alors le monstre, il n'est pas nécessairement ici, mais c'est évidemment un peu la transfiguration des figures dans le domaine de la biologie et du monde animal. Je vous invite à découvrir cette exposition extrêmement intéressante qui est aussi liée à un artiste, Jean Fontaine, qui présente ces figures et ces expositions dans cet espace Karl Vogt. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer immédiatement la parole à Béatrice Joyeux-Prunel, professeure, je l'ai dit tout à l'heure, en faculté des lettres dans le domaine des humanités digitales, qui nous a rejoint en 2019 et dès les premiers instants où elle était dans cette université, elle a montré un dynamisme tout à fait extraordinaire, un dynamisme qui a créé évidemment une véritable impulsion importante dans le domaine des humanités. Et je crois que c'est aussi la capacité d'une université polyvalente comme la nôtre de faire des mariages entre ce qu'est le digital et ce que sont les humanités. Merci Béatrice d'être avec nous ce soir. Et sans plus attendre, je te passe la parole parce que tout le monde t'attend maintenant. Merci Béatrice. Merci, monsieur le recteur, pour votre invitation. Ça doit être la conférence de ma vie, on va dire. Et je suis très heureuse d'avoir cette occasion de vous présenter les humanités numériques, qui sont une discipline jeune, récente, qu'en général, les gens ne connaissent pas. Donc, que fait-on en humanités numériques ? Eh bien, comme tout le monde, on fait de l'ordinateur toute la journée, sauf que tout le monde ne sait pas faire de l'ordinateur correctement pour constituer des corpus, pour les analyser, pour les décrire correctement, des corpus numériques, pour faire des visualisations de grandes quantités d'éléments du passé, des textes, des images, des sons, des films aussi. Et donc nous, en humanité numérique, ce que nous faisons, c'est que nous apprenons aux étudiants, aux étudiantes, mais aussi à nos collègues à le faire, et nous leur expliquons aussi comment faire de la recherche, et nous faisons aussi bien sûr de la recherche avec les outils numériques. Alors, nous allons en parler aujourd'hui. Moi, depuis pas mal de temps, une vingtaine d'années, je travaille sur des millions d'images. Et ça m'intéresse d'autant plus que les images sont partout. Je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui sait exactement combien d'images il ou elle a dans son téléphone portable, mais vous n'avez pas le droit d'allumer votre portable pour autant pour regarder. Les images sont partout sur nos mobiles, elles sont sur nos écrans, elles sont à la télévision, elles sont au cinéma, elles sont sur les journaux, j'en passe. Elles sont partout et on a parfois du mal à se rendre compte que nous vivons dedans, que nous devenons même parfois des images. Et il faut de l'art parfois pour nous faire prendre conscience de cela. Cette installation, je l'ai choisie pour faire l'affiche de la conférence parce que l'artiste, c'est un artiste néerlandais, Erik Kessels, montre très bien comment en une journée, ça c'était en 2011, en une journée, on pouvait télécharger de photos sur Flickr. Je n'imagine même pas combien de photos sortent sur Instagram en 24 heures aujourd'hui. Je pense que la salle serait bien remplie. Un autre artiste que j'aime bien aussi, Grégory Chatonsky, c'est un artiste franco-canadien, nous fait prendre conscience de ce qu'il appelle l'hyperproduction contemporaine des images. C'est pas très agréable. En général, on n'aime pas cette œuvre. J'ai été gentille, j'ai pris un extrait sympathique, ça aurait pu être pire. C'est une œuvre qui va chercher automatiquement, avec ce qu'on appelle une intelligence artificielle, des images sur Internet. L'artiste ne choisit pas, il laisse venir ce qui vient.
Alors, que pose ce genre d'image, ce genre d'œuvre, pardon, quelle question pose ce genre d'œuvre? Une question double, en tout cas, moi, c'est les deux questions que j'y vois et qui m'intéressent. Celle d'abord de l'hyperproduction, dont je parlais tout à l'heure. On en produit tellement qu'on ne sait plus les voir. Et d'autre part, celle de la mondialisation par l'image, parce que les deux vont ensemble. Plus les images sont produites, plus elles circulent, plus elles sont produites et reproduites, et plus donc se passe ce phénomène que l'on appelle la mondialisation. En général, tout le monde a une petite idée sur la mondialisation. On a tous eu nos discussions de comptoir sur l'américanisation, les fake news, le nivellement par le bas. Tout le monde a son idée, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la mondialisation. On ne sait pas quelles sont les images qui ont le plus circulé. On ne sait pas. On ne sait pas depuis quand les images circulent en abondance, et si les gens s'en sont rendus compte assez tôt ou pas. On ne sait pas non plus ce qui fait qu'une image marche. Qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster visuel? On ne sait pas. On ne sait pas non plus quelle est la géographie de la circulation mondiale des images. On parle souvent de centre, de périphérie, mais finalement, est-ce que les images suivent ces logiques de centre et de périphérie? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des déserts de la circulation des images? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs centres plutôt qu'un seul centre? On ne sait pas non plus vérifier s'il y a cette fameuse homogénéisation que tout le monde regrette ou critique. Et bref, on n'a pas vraiment une idée non plus de l'impact des images dans les processus de mondialisation culturelle. C'est ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, sachant que les sciences humaines ont du mal à parler des images en grand nombre. Donc je commencerai par ce problème-là. Pourquoi les sciences humaines n'aiment pas parler des images en trop grand nombre? C'est pour de mauvaises raisons, mais aussi pour de très bonnes raisons qui sont intéressantes à analyser et qui peuvent nous aider à travailler de manière un petit peu critique, je dirais, quand on commence à se confronter au problème. Ce que je ferai en vous parlant de mondialisation de deux types d'images qu'on peut aborder justement avec les outils computationnels, avec les ordinateurs. D'abord la mondialisation de l'art artistique et puis la mondialisation par les images de presse. Dans 10 ans, je vous ferai une conférence sur la mondialisation par les images numériques, mais là, pour l'instant, on avance doucement. Commençons par le premier point, celui du problème de la réticence des sciences humaines face aux images en grand nombre. J'ai pris le titre de ma conférence au livre d'un collègue, professeur de littérature comparée à l'université de Vincennes, Pierre Bayard. Ce titre, comme vous le voyez, s'intitule « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Comme j'ai pris mon collègue au sérieux, je n'ai pas lu son livre, mais quand même, j'ai parcouru l'introduction, et l'introduction m'a paru lumineuse, notamment sur ces petits éléments qu'il mentionne au début. Né dans un milieu où on lisait peu, ne goûtant guère cette activité et n'ayant de toute manière pas le temps de m'y consacrer, etc., j'ai dû inventer des manières de parler de livres que je n'avais pas lus. Alors, c'est exactement ce qui se passe en sciences humaines. Il y a un petit peu l'idée selon laquelle nous devons tous être super fans de ce que nous faisons. Nous devons tous adorer lire la littérature et adorer lire certains textes, les morceaux littéraires dont on va goûter le style, dont on va goûter la beauté. Or, il y a des gens qui n'ont pas reçu, tout petit, ce qu'on appelle en sociologie l'habitus. L'habitus et l'habitude, c'est-à-dire que pour eux, c'est un effort, c'est pas très drôle. Et moi, j'ai peut-être le même problème avec les musées. Je suis d'une famille d'origine calviniste, sud de la France. Aller au musée, c'est des trucs d'aristocrates, ça sert à rien, les musées. Donc, aller au musée, j'ai eu toujours du mal. J'avoue, je suis allée pour la première fois de moi-même dans un musée à l'âge de 19 ans. Et quand je vais au musée, c'est vrai, j'ai du mal à faire comme ce connaisseur, ce qu'on appelle un connaisseur. Le connaisseur, il apprécie le tableau. Il se met devant, il l'observe, il le contemple, il le goûte. Moi, non, j'ai mal aux jambes, j'arrive pas à lire les cartels. Bref, je n'y arrive pas. Et donc, quand on commence à parler d'images qu'on n'a pas vues, en fait, on va à l'encontre de ces contraintes intériorisées, qui ne sont pas intériorisées comme des contraintes, qui sont des habitudes disciplinaires un petit peu héritées d'un passé où une certaine élite avait le temps de lire, avait le temps d'aller au musée, de faire le tour du monde et d'apprécier des œuvres d'art qu'en plus elle avait les moyens d'acheter. Donc quand vous allez regarder des images et parler d'images que vous n'avez pas vues, déjà vous allez contre cet habitus social. Un de mes collègues, qui aujourd'hui vit à Genève, Franco Moretti, anciennement professeur de littérature comparée à Stanford et Columbia aux États-Unis, dans les années 90, a justement été un des premiers à aller à l'encontre de cette habitude, de ce goût pour le morceau littéraire qui est fort dans les sciences humaines, et notamment en littérature.
Dans les années 90, il s'agaçait qu'on lisât toujours les mêmes morceaux, les mêmes auteurs, les mêmes livres. Et donc, qu'est-ce qu'il proposait? C'est qu'on travaille un peu beaucoup plus sur les 99 autres pourcents de la littérature mondiale. Et donc, en comptant les livres, en faisant des cartographies, en observant de manière, ce qu'il appelle distante, les textes, il a écrit une histoire mondiale du roman assez passionnante. Sauf que Franco Moretti s'est fait beaucoup d'ennemis et je pense que c'est la raison pour laquelle il a fini par s'exiler à Genève. De mon côté, je me suis exilée aussi à Genève pour le problème des images dont j'ai pris l'habitude effectivement de parler de manière un peu trop distante peut-être, en tout cas avec des approches qui ne sont pas habituelles dans la discipline qui a, je dirais, confisqué le discours sur les images qui s'appelle l'histoire de l'art. Oui, effectivement, quand on commence à parler d'images qu'on n'a pas toutes vues, on met en péril peut-être les valeurs de sa discipline, et ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, une de mes collègues, en 2008, m'a déclaré solennellement « Béatrice, on ne met pas la beauté en boîte ». Effectivement, on ne met pas la beauté en boîte, sauf que si, j'aurais dû lui répondre, j'étais trop jeune, on la met en boîte. On la met dans des frigos bien étanches, le frigo du musée, le White Cube, dans lequel aucune œuvre ne fait plus peur à personne. Mais c'est vrai que ma collègue exprimait de manière assez juste quelle violence symbolique l'approche computationnelle quantitativiste des images peut faire ressentir aux historiens de l'art. Alors c'est aussi pour de bonnes raisons, pas que des raisons sociales, élitistes, etc., mais aussi pour des raisons esthétiques. Très bien expliqué par un philosophe allemand qui s'appelait Walter Benjamin, et qui expliquait que quand les images sont reproduites en très grand nombre, elles perdent leur aura. Effectivement, imaginez, vous avez vu la Joconde en carte postale. Vous l'avez vue, vous l'avez revue et vous l'avez encore vue. Le jour où vous allez au Louvre, vous voyez la Joconde, vous vous dites, mais c'est quoi? C'est tout petit, quoi. Si vous la voyez, parce qu'il y a beaucoup de Japonais devant. Bref, effectivement, les images en trop grand nombre ne nous importent plus, peut-être, et ne font pas leur effet, celui en tout cas qu'on attendrait. Autre enjeu de la réticence des sciences humaines face aux images en trop grand nombre, l'enjeu politique. Très bon témoin encore, Walter Benjamin, juif dans les années 30, il voit arriver ce qu'il appelle l'esthétisation du politique. Effectivement, non seulement l'esthétisation du politique était un problème, mais aussi le fait qu'une personne ou un parti ou un acteur maîtrise, contrôle la production et la diffusion d'images en très grand nombre. Ce problème politique des images en trop grand nombre a été posé de manière très pertinente par deux philosophes allemands aussi, Theodor Adorno et Max Horkheimer, qui ont critiqué ce qu'ils appelaient l'industrie culturelle. Imaginez Adorno et Horkheimer qui arrivent dans les années vers 1940, qui fuient l'Allemagne, qui étaient vraiment des hommes du livre. Ils avaient des étudiants avec lesquels ils correspondaient même en latin. Imaginez, pour correspondre avec ces étudiants en latin. Ils arrivent aux États-Unis et là, ils parlent à des étudiants gavés de bandes dessinées, de cinéma, de culture Hollywood. Imaginez leur déception. Et donc, ils ont, à partir de là, peut-être, en tout cas, ils ont approfondi cette critique de l'industrie culturelle que l'on retrouve encore dans les années 60, les années 70, notamment, par exemple, chez les situationnistes qui, avec des images, ont lutté contre ce qu'ils appelaient la société du spectacle et toutes ces images qui, finalement, en déluge, finissent par nous influencer, faire de nous des gens qui n'ont plus de liberté, qui n'ont plus de vie intérieure. Et nous sommes, nous, les sciences humaines, et il faut l'assumer, les héritiers de cette pensée-là. D'où notre problème avec les images en trop grand nombre. Sauf que cette méfiance a des conséquences qu'on peut parfois regretter. Par exemple, première question, où sont les sciences humaines dans le débat contemporain sur le déluge des images? On ne les entend pas beaucoup. On ne les entend pas parce qu'elles ne travaillent pas dessus. Elles ne travaillent pas sur la mondialisation par l'image, elles connaissent assez mal comment fonctionne l'internationalisation artistique, si ce n'est avec quelques études de cas, encore moins comment la mondialisation par l'image fonctionne. Ce qui en résulte, c'est des points de vue assez limités sur la mondialisation. On entend parler souvent d'américanisation. Il y a ceux qui sont plus mitigés et qui ont une pensée peut-être plus complexe et qui expliquent que non, il y a de l'hybridation, que les périphéries savent reprendre au centre leur production culturelle et en font quelque chose de différent. Mais
mais finalement, on n'a pas tellement de point de vue très clair. Et du côté de l'histoire de l'art, le domaine que je maîtrise le mieux, alors là, le récit est encore plus simpliste, c'est l'idée que le centre du monde de la modernité artistique, c'est Paris avant 1945, puis New York après, avec la diffusion de la peinture expressionniste abstraite. Ici, je vous montre un Jackson Pollock, si vous n'en avez jamais vu. Ça a donné, pour l'histoire de l'art, des livres très sérieux, assez nombreux, sur Paris, capitale du 19e, du 20e, et puis New York, ou l'Amérique, capitale mondiale des productions des plus belles images, des sources très sérieuses, des livres très sérieux, mais dont les sources, en fait, sont uniquement, entre guillemets, françaises ou américaines, voire parisiennes et new-yorkaises. Or, peut-on parler sérieusement d'une centralité mondiale, d'une domination mondiale, quand on parle avec des sources produites par le centre uniquement? On peut très bien expliquer avec un livre de 500 pages que Genève est le centre du monde avec des sources uniquement prises à Genève. Donc, ce n'est pas très sérieux. Donc, il est urgent, vous avez compris, d'augmenter les corpus, de mondialiser le propos, de passer à des approches peut-être moins individuelles, moins esthétiques, moins formalistes peut-être, mais aussi plus quantitatives, donc plus computationnelles, et les ordinateurs sont là pour nous y aider. Alors allons-y, traitons de la mondialisation artistique en essayant d'aller un petit peu au-delà du Paris-New York habituel. Alors les historiens de l'art ont beaucoup de chance parce qu'ils disposent d'une source assez formidable par milliers, millions, mondialement répartie, qui permet de pister la circulation des œuvres d'art. Cette source, c'est le catalogue d'exposition. Si vous n'avez jamais vu un catalogue d'exposition, en voici deux. Qu'est-ce que c'est un catalogue d'exposition? C'est un livre qui indique un lieu et une date, un événement d'exposition, et qui, pour cette exposition, recense les artistes qui ont participé, et pour les artistes concernés, les œuvres, la liste des œuvres que chacun ou chacune a exposées. Ce qui est très intéressant, c'est que les catalogues d'exposition donnent beaucoup d'informations sur ces événements, et notamment sur les artistes, leurs adresses, leur lieu de naissance parfois, leur nationalité. On donne aussi, bien sûr, des informations sur les œuvres, des titres, des informations sur le médium, parfois des prix, des noms de collectionneurs, des lieux de conservation, bref, autant d'informations qui non seulement sont à l'échelle mondiale disponibles, puisque les catalogues d'exposition, c'est un genre qui s'est mondialisé dès le XIXe siècle, mais aussi sur le long terme, sur la longue période, en très grand nombre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de sources? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une base de données. On va faire la copie. Je peux vous dire que ça c'est la lecture proche du close reading intensif, copier des catalogues d'exposition par centaines. On recopie ces catalogues, on les passe en base de données, dans des tableaux, des tableurs, qu'ensuite on réutilise pour faire des cartographies, des comptages, des analyses de circulation d'œuvres. Aujourd'hui, on peut faire ça avec des techniques un petit peu moins manuelles, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais bref, avec ce genre de sources, on peut commencer à aborder la question de la mondialisation artistique de manière un petit peu plus mondiale, on va dire. Alors prenons la première question, Paris est-il capitale mondiale de l'art? Que faire de cette question avec des approches computationnelles? Il y a quelque temps, j'ai commencé ma recherche, en fait, je devais faire une thèse sur le rayonnement mondial de Paris. Donc je partais assez mal. Et j'ai commencé par compter un petit peu, puisque je débarquais en histoire de l'art, je ne savais pas trop quelle était cette histoire. Donc j'ai commencé par compter les expositions d'art moderne, puisque je travaillais sur la moderne, qui s'étaient passées, dans lesquelles il y avait eu des artistes français, et puis au fur et à mesure, j'ai compté tout ce qui passait. Donc ici, je vous montre une petite carte quantitative sur la période 1900-1909. Je travaillais sur la fin 19e jusqu'aux années de la Première Guerre mondiale. Et puis, deuxième carte, la période d'après. C'est très rapide ce que je vous montre, mais avec ce genre de carte, j'ai été obligée de me rendre compte que tout ne se passait pas à Paris, déjà. Première chose. Une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder cette circulation des œuvres et que si Paris est centre, peut-être que c'est parce que à Paris, il y a plus de choses modernes qui s'exposent et que les choses sont plus avant-gardistes à Paris. Donc, je suis allée, j'ai continué mes comptes et j'ai fait quelques études de cas, les unes après les autres. Là, je vous montre les résultats d'une étude sur Picasso. Alors, qu'est-ce qu'il expose, Picasso, à Paris en 1912 ? Rien. Picasso habite à Paris depuis le début du siècle. Il pratique sa peinture à Paris. Il vend à Paris, en fait, pas tant que ça, mais surtout, il expose à l'étranger.
Là, une question se posait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allée retourner aux vieilles méthodes de l'histoire de l'art, regarder quelles étaient les œuvres exposées et où elles étaient exposées, et je me suis rendu compte que ce Picasso, qui déjà n'exposait pas à Paris de 1908 à 1912, il n'expose rien à Paris. Ce Picasso qui n'expose rien à Paris, quand il expose à l'étranger, toutes les œuvres envoyées, ce sont des œuvres moins avant-gardistes que ce qu'il fait à Paris. Et c'était des œuvres en particulier de la fameuse période bleue. Vous voyez ici un morceau de la période bleue, de la période rose aussi, de la période césarienne, des œuvres qui, à l'époque, étaient tout à fait acceptables, correspondaient tout à fait au style apprécié dans l'élite collectionneuse de l'Europe du début des années 1910. Qu'est-ce qu'on commence à voir à partir de cela? On se dit, mais là, il y a des histoires de stratégie, il y a des manipulations, il y a des choses qu'il faut analyser un petit peu plus. Et en analysant un petit peu plus, donc en multipliant les sources, les types d'archives qu'on va consulter, je me suis rendu compte que Picasso n'était pas le seul, déjà, à faire ce qu'on j'appelle des expositions des référenciers. Donc, il exposait à l'étranger des choses différentes de ce qu'il faisait à Paris, des choses plus acceptables, qui lui permettaient de dire qu'il était bien reçu à l'étranger. Aujourd'hui, tout le monde fait pareil, et ça fait bien de dire « j'ai exposé à Shanghai », mais personne ne sait ce que vous avez exposé à Shanghai, même si vous avez exposé dans un garage. Et si vous avez exposé des choses que personne n'a vues, bref, là, on parle d'images qu'on n'a pas vues, ce qui compte, c'est « j'ai exposé à Shanghai ». Bon, et là, c'était pareil, c'était le même processus, la logique du nul n'est prophète dans son pays. Et il faut dire « nul n'est prophète dans son pays ». Donc c'est ce qu'il disait, ce que disaient ses amis, et par ricochet, les Français qui entendaient « les Allemands achètent du Picasso », se sont mis à acheter du Picasso. Donc voilà comment se construit une réputation d'une avant-garde. Le cubisme, la réputation internationale du cubisme s'est construite par l'exposition d'œuvres qui n'étaient pas cubistes à l'étranger, mais de même, la réputation de Paris, capitale des avant-gardes, s'est construite par ces circulations internationales et ces stratégies. Alors vous allez me dire, bon d'accord, Paris, c'est pas si simple, mais quand même il y a des fois où il y a des styles qui se sont diffusés et qui ont commencé à Paris. Notamment un style auquel vous avez peut-être croisé dans un musée de temps en temps ou sur des images, le fauvisme, et un autre style qui lui ressemble de manière assez terrible, l'expressionnisme allemand. Vous connaissez Matisse, donc vers 1905-1906, on voit apparaître dans plusieurs points de l'Europe, à Paris, à Dresde, à Munich, mais aussi à Moscou, Saint-Pétersbourg, à Bruxelles, on voit apparaître un style très nouveau qu'on a appelé à Paris le fauvisme, qu'on a appelé ailleurs l'expressionnisme, un style très virulent, des couleurs très contrastées, des touches assez élargies, parfois même des aplats, qui évidemment n'avaient plus rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans les salons à cette époque. Et comme ce style est apparu en premier à Paris, les Parisiens se sont précipités pour dire, dès 1908-1909, qu'ils étaient les premiers et qu'ils avaient influencé le méchant allemand. Or, les Allemands se sont défendus, et ils ont eu raison, parce que personne, dans l'histoire de l'art, chez les historiens et les historiennes de l'art, personne n'a jamais pu prouver que les Allemands avaient été influencés par les Parisiens. Alors là, on se dit, ok, d'accord, il y a une diffusion stylistique, mais quand même, pas d'influence. Comment expliquer tout cela? On peut prendre un autre chemin, faire un détour computationnel, justement. Là, c'est ce que j'avais fait aussi il y a quelque temps. J'ai pris une quinzaine de catalogues d'expositions d'art moderne de l'époque, du début du XXe siècle, parce que je voulais comprendre comment on pouvait en arriver à peindre comme ça, à changer tout d'un coup, à passer d'une année sur l'autre à une peinture plutôt impressionniste, et tout d'un coup une peinture fauve, quelles pouvaient être les trajectoires de ces artistes, qu'ils soient français, belges, allemands ou russes. Donc j'ai fait cette analyse de réseau, j'ai croisé tout simplement les participations des artistes à tous ces salons. C'était des salons assez réputés, des salons modernes réputés. Alors, comme vous voyez, les salons sont en bleu et les exposants sont présentés avec des couleurs chaudes. Plus la couleur est foncée, plus une personne a exposé dans plus de salons et donc plus sa carrière internationale est réussie, on va dire. La personne, l'artiste, évidemment c'était un homme, l'artiste dont la carrière fut la plus réussie à cette époque, vous ne le connaissez pas en général, il s'appelait Jacques-Émile Blanche. C'était un portraitiste, le fils d'un grand aliéniste de l'époque, qui était né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui avait été élevé entre Paris et Londres et qui voyageait beaucoup, parlait couramment français et anglais. Et cet artiste était portraitiste.
autour de lui une population assez similaire, celle que j'ai entourée avec des patates bleues, une espèce d'élite de plus en plus élitiste, de plus en plus restreinte, de plus en plus fermée socialement, composée, donc elle aussi, de personnes nées encore, donc dans les années 1860, nées dans les années 60, dans des grandes familles de la bourgeoisie européenne, voire de l'aristocratie internationale, tous en général portraitistes aussi, portraitistes de leur propre milieu. Ici, vous voyez par exemple du Sargent qui peint son propre milieu avec des très beaux intérieurs dans un style un peu style 18e siècle. On aimait bien à l'époque les mobiliers du 18e siècle. Et les autres, donc ça, ce sont les héritiers. Ça, c'est ceux qui arrivaient à exposer dans les plus grands salons. Et les autres c'est la piétaille en jaune qui n'arrivent pas à exposer dans plus de 1 ou 2 salons. Et alors, ces autres, je les ai aussi analysés. Les premiers, je m'étais rendu compte, les héritiers, que leur géographie, du moins les adresses qu'ils donnent dans les catalogues d'exposition, sont des adresses de quartiers élitistes. En général, ils ont tous un pied-à-terre à Paris. Les autres, adresses très différentes et puis surtout origines sociales très différentes. Plutôt des étrangers, des provinciaux, des gens qui n'avaient pas l'habitus de cette peinture impressionniste devenue de plus en plus mondaine, de plus en plus riche. Et qu'est-ce qu'ils font les autres au début du XXe siècle? Ils font ce genre de peinture. Ils n'ont pas trop le moral, ils s'appellent Matisse, ou alors ils peignent des sujets déprimants, ça c'est ce que fait Picasso, ou alors ils passent à l'anarchisme, mais en peignant encore des sujets déprimants, c'est Van Dongen. Vous connaissez aussi Paul Klee. Paul Klee, à cette époque, il est dans cet état-là. Il est entre Paris et puis la Suisse, il ne sait pas trop comment faire. Bref, donc ça, c'est une génération qui n'arrive pas, pour des raisons de barrière sociale, internationalement, à faire sa voix dans la peinture moderne, devenue de plus en plus élitiste et sélective. Alors, quand on n'a pas d'horizon social, en général, soit on abandonne, on va changer de métier, soit on persévère, et puis quand ça ne marche toujours pas, on finit par faire la révolution. Et c'est ce qui se passe vers 1905-1906, sans que ces artistes se soient vus, se soient parlés, ou se soient influencés les uns les autres. Ils se sont mis tous à faire systématiquement l'inverse de ce que faisait la grande population riche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des aplats très colorés, des couleurs sorties du tube, des sujets primitifs, pas du tout la peinture bien cosmopolite, civilisée, urbaine que l'on voit chez les impressionnistes. Alors, du coup, faut-il parler de diffusion stylistique, influence d'un pays sur l'autre? Ben non, on a montré que ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas une diffusion qui se passe, c'est plutôt une homologie de situation sociale, donc artistique, à laquelle correspond une homologie de réponse à la même situation internationale. D'où l'intérêt de compter, de lire et de comparer avant de regarder, parce que notre regard est trompeur, parce que notre regard, il est influencé par les idées que nous avons sur la géopolitique mondiale de l'art ou des images. Alors passons maintenant à New York. Qu'est-ce qu'elle va nous démontrer sur New York et la centralité de New York? Le récit habituel, c'est celui, donc, je vous l'ai dit, du triomphe de l'art américain, mené par notamment Jackson Pollock et la fameuse peinture expressionniste abstraite. Ça, c'est la version traditionnelle qui a été dominante jusqu'aux années 80 dans l'histoire de l'art, qui a été un petit peu ensuite battue en brèche par une autre version dite révisionniste qui explique que non, la victoire de l'art américain, c'est la CIA qui l'a faite. Parce que la CIA, non, c'est sérieux, et effectivement, on sait que la CIA a soutenu un programme d'exposition très développé organisé par le MoMA, le Museum of Modern Art de New York, qui systématiquement, dans les années de la guerre froide, a envoyé la bonne nouvelle au monde entier, c'est-à-dire la bonne peinture expressionniste abstraite. Le MoMA lui-même, dès les années 60, même dès les années 50, organise des expositions sur ces expositions à l'international. Il fait des publications. Ici, vous voyez, là, ils ont fait du quantitatif avant tout le monde. La carte de gauche nous montre cette diffusion avec des petits points jaunes un peu partout dans le monde, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Amérique latine, l'Asie. La carte de droite est encore plus impressionnante. On a l'impression que ces expositions ont lieu jusqu'à la Sibérie et au sud de l'Afrique. Encore aujourd'hui, le MoMA met en ligne sur son site des très belles cartographies qui nous montrent la diffusion du programme international du MoMA. On peut aller les consulter, on peut même récupérer la liste d'expositions. Sauf que cette cartographie, elle ne fait pas la distinction entre les périodes ni entre les expositions.
Parce que quand on va regarder les sources, ce que j'ai fait, on se rend compte que le MoMA a organisé des expositions très diverses. Il envoyait à l'international effectivement de la peinture entre guillemets américaine, mais il envoyait aussi de la peinture non américaine, notamment des collections d'art français ou d'art allemand à l'étranger, d'art allemand ou d'art français aux États-Unis, et il envoyait aussi beaucoup d'expositions de films, de photos, de posters, ou des expositions de maquettes d'architecture, de design, d'objets de design, d'automobiles aussi. Donc j'ai fait une espèce de cartographie animée que je vais vous montrer assez vite pour voir un petit peu, sans avoir vu, ce qui se passe. Regardez bien la différence entre les cartes de droite et celles de gauche. On se rend compte au fur et à mesure que ce qui est vraiment mondial, c'est les points noirs et les points bleus. Et que, effectivement, le MoMA envoie des expositions d'art, entre guillemets, américain vers l'Europe beaucoup, mais dans le monde entier, c'est surtout des posters, des photos, de l'architecture, des voitures qui sont exportées et qui sont montrées. Ça ne veut pas dire qu'il ne montrait rien de la peinture expressionniste abstraite, mais la propagande du MoMA a peut-être été plus destinée à vendre des frigidaires et des automobiles qu'à faire connaître l'américain. Évidemment, à partir de ce genre de questions, parce que les approches computationnelles ouvrent des questions, posent des questions, mais ne donnent pas de réponse, il faut aller creuser un petit peu les choses et s'intéresser à d'autres sources, d'autres approches, d'autres méthodes. Donc on se dit, ok, allons voir peut-être ce qui se passe en Europe, comment quand même, peut-être la peinture nord-américaine a été bien reçue et il y a eu vraiment un triomphe au moins sur l'Europe. Donc allons regarder la fameuse réception de l'art expressionniste abstrait en Europe. Alors, cette étude que je vous montre là, ce n'est pas moi qui l'ai faite, ce comptage, c'est une de mes collègues, Catherine Dossin, qui a compté tout simplement à partir des catalogues d'exposition. Elle a recensé toutes les expositions d'art, entre guillemets, américain, états-unien en Europe à cette époque, dans les années donc, de 1945 à 1968. Et elle a regardé combien d'œuvres étaient des œuvres expressionnistes abstraites, donc modernes, et combien étaient des œuvres de style des périodes antérieures. Et vous voyez assez clairement que l'exportation de la peinture nouvelle, elle arrive tard. C'est normal, on en a parlé tout à l'heure, c'est la technique des expositions différenciées. On envoie d'abord à l'international ceux dont on est sûr que ça va marcher. Sauf que quand, justement, les Nord-Américains ont commencé à envoyer de la peinture moderne en Europe, les Européens, en fait, ils envoyaient depuis 20 ans de la peinture abstraite, lyrique. Ils en connaissaient trop, ils en avaient trop vu. Et donc, le public n'a pas été au rendez-vous. Ici, par exemple, la grande exposition de 1955 qui a circulé dans toute l'Europe, le plus gros score qu'elle ait fait, c'est 2500 visiteurs à Paris en 1955. 3 ans plus tôt, l'exposition d'art mexicain attirait 200 000 visiteurs, 3 étapes successives, Paris, Stockholm et Londres. Donc il y a quand même une différence assez claire. Et quand on regarde ensuite la réception, bien, la réception non plus n'est pas au rendez-vous. It is not new. It is not painting. It is not American. Ben oui, ça ressemblait à la peinture européenne. Bref, le message. Alors, si vous sortez en ville ce soir, vous pourrez expliquer que non, New York n'est pas le centre du monde dans les années 40, 50, 60, que c'est plus compliqué. Je vous indique une petite bibliographie si ça vous intéresse, mais en tout cas, l'idée, c'est surtout de se dire, ça vaut la peine de temps en temps de compter, de parler avant d'avoir vu, et puis évidemment d'aller vérifier avec d'autres méthodes, d'autres sources, ce qu'on a, les questions qui se sont ouvertes. Alors maintenant, quand même, est-ce que c'est la même chose pour la circulation mondiale des images? Parce que c'est l'américanisation quand même. Les images de Hollywood, les bandes dessinées, tout ça, on a l'impression vraiment d'y avoir assisté et d'y assister encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire avec les approches computationnelles? Vous aurez peut-être remarqué que jusque-là, en fait, je n'ai pas analysé les images avec l'ordinateur. Je n'ai analysé que des textes. J'ai compté des expositions, j'ai cartographié des adresses, j'ai compté des œuvres. J'aurais pu vous montrer des analyses de titres aussi, des nuages de mots, etc. Ça, c'est de l'analyse de texte. Or, les images, en fait, on peut aussi les analyser computationnellement, puisqu'une image, c'est une matrice de points colorés. Ici, je vous ai indiqué l'orange, c'est la couleur de ce soir, donc j'ai pris l'orange. L'orange, il peut se traduire par 3 chiffres, hein, tant de pourcentage de bleu, tant de pourcentage de vert, tant de pourcentage d'abord de rouge, de vert, de bleu. Bref, on peut en fait traduire une image par des chiffres et même caractériser une seule image par ce qu'on appelle un vecteur.
Si une image est caractérisable par un vecteur, 100 images, 200 images le sont aussi, mais encore, on peut aussi projeter ces vecteurs dans un espace, dans le même espace, dans la mesure où on les a caractérisés avec les mêmes types de caractères. Et dans cet espace, si plusieurs images sont proches, on s'est rendu compte avec l'expérience que 2 images se ressemblaient. Une fois qu'on sait ça, on se dit, mais tiens, ça peut nous être utile, ça, pour travailler sur la circulation des images. Si on repère, par exemple, des images qui ont été reproduites, des images qui ont été imitées, des images qui ont ainsi circulé, peut-être qu'on pourra étudier cette fameuse mondialisation par l'image, si tant est, bien sûr, qu'on a un corpus qui nous permet de le faire. C'est le projet un petit peu fou de Visual Contagions, le projet FNS que je coordonne depuis 1 an ici à l'Université de Genève. Alors, le titre de ce projet ne date pas du Covid, c'était avant le Covid, on n'a pas fait exprès, et le soutien du FNS ne date pas non plus du Covid, il a été annoncé avant le Covid, et ce projet a commencé en fait un petit peu plus tôt, en 2019, avec un tout petit peu d'argent européen, qu'on a gardé dans une banque en France. Il y en a beaucoup moins, il y a 10 fois moins d'argent européen que d'argent suisse, donc quand même la Suisse c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce projet ? Eh bien, nous travaillons sur la mondialisation par l'image. Alors je termine sur ce logo, j'en suis très fière. On l'inaugure en public aujourd'hui. Et je tiens à dire qu'il a été fait par un de mes doctorants, qui est designer aussi, et qui fait une thèse sur une image que vous aimez certainement tous et toutes, et qui est sur la diffusion mondiale de cette image, le billet de banque suisse. Donc ce projet, qu'est-ce qu'on y fait ? Bien, nous commençons par le XXe siècle. Nous étudions la circulation mondiale des images dans les périodiques illustrés du XXe siècle. Il y a de quoi s'occuper 50 ans, mais on va essayer de le faire en 4 ans. On a commencé depuis 1 an. De quoi disposons-nous ? Nous disposons de quantités phénoménales, jamais vues, c'est épocal, d'imprimés numérisés qui sont en ligne, qui sont disponibles souvent de manière gratuite, donc en open access, mises en ligne par des bibliothèques professionnellement, donc, qui ont numérisé ces imprimés, qui les ont scannés, qui les ont décrits, qui les ont mis en ligne et qui les mettent à notre disposition. Ici, je vous montre ePeriodica, qui est une bibliothèque suisse, et puis Gallica, qui est souvent très connue, de la Bibliothèque nationale de France. Ce travail est tellement bien fait que pour chaque page, pour chaque volume mis en ligne, nous pouvons savoir quelle est sa date et quel est son lieu de publication. Donc imaginons que nous arrivons à repérer plein d'images dont nous avons la date et le lieu de publication et repérer ces images par images proches ou images qui sont copiées les unes des autres. En théorie, on pourra tracer la circulation de ces images, de motifs, de styles, pourquoi pas. En tout cas, c'est en théorie quelque chose que l'on peut faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, mais une fois qu'on a dit qu'on va faire, comment fait-on ? Eh bien, d'abord, on réunit une équipe, et je peux vous dire que l'équipe est formidable, elle est là-bas. Cette équipe, grâce à elle, nous avons pu commencer à rassembler un corpus. Un corpus, c'est donc des listes. Je vous montre très concrètement pour que vous voyez ce que c'est que le travail en humanité numérique. Donc des images dont nous repérons, pas que des images, des revues, parfois c'est une revue, une URL, ça peut être 50 numéros sur plusieurs années. Donc nous récupérons l'URL, l'adresse numérique de cette revue, et puis nous repérons le pays de publication, le titre de la revue bien sûr, le lieu de publication, la date de publication, et ensuite nous allons travailler à partir de là. Alors jusqu'à ce jour, nous avons réuni presque 500 000 items. C'est des éléments très variés. Un item peut être, je le disais tout à l'heure, une série complète d'une revue illustrée, ou bien un seul numéro, quand il y a un seul numéro. Vous voyez que ce corpus dépend beaucoup de la disponibilité juridique des sources. La plupart des éléments sont publiés avant 1950. Alors, on est très content d'avoir déjà ça. On va aussi travailler à faire des accords avec des grands journaux comme Der Spiegel, Paris Match, Time, etc., pour avoir accès à leur contenu. Mais avant, il faut qu'on montre ce qu'on sait faire sur la période précédente. Dépendante aussi notre corpus de ce que j'appelle la géopolitique mondiale des archives numériques. Il y a des pays qui ont les moyens de numériser leur patrimoine et de le mettre en ligne. Il y a des pays qui ne l'ont pas. Donc, pour l'instant, effectivement, nous avons beaucoup de sources
sur un espace nord-atlantique assez caractéristique. En mai dernier, nous avions à peu près 42 000 items, avec une grosse majorité nord-américaine. Depuis, nous avons siphonné la Bibliothèque nationale de France. Nous avons 10 fois plus de documents, beaucoup trop de documents français, mais on va rééquilibrer, mais aussi des documents de l'ancien empire colonial français. Vous voyez le Vietnam, l'Algérie, le Maroc, c'est de plus en plus intéressant. Et progressivement, nous augmentons ce corpus pour avoir encore des choses encore plus représentatives. En tout cas, cette carte vous montre quand même que notre corpus est très mondial. Et rien qu'avec cela, on peut commencer à repérer des circulations, des images qui circulent. Que fait-on après ce corpus? On l'enrichit. L'enrichir, ça veut dire qu'on va ajouter de manière automatisée, puisqu'il y a des outils qui permettent de le faire, puis il y a surtout des gens qui savent coder pour le faire. On rajoute les éléments qu'il nous faut, par exemple, pour faire de la cartographie, des latitudes et des longitudes que l'on va chercher. On harmonise tout ce corpus, et puis là, c'est plus dur, on construit une infrastructure. Alors là, je remercie chaleureusement les équipes de la DISTIC. Je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes dans la salle, notamment l'équipe e-research de Hugues Cazot, qui nous a permis de mettre en place tout un dépôt dans lequel on dépose donc les données au bon format, les données sur lesquelles nous travaillons, et qui nous permettent, et là je remercie Cédric Viaco qui est dans cette salle aussi, qui nous permettent de mettre en place une chaîne de traitement pour traiter ces données. Que fait-on pour les traiter? Eh bien, on extrait d'abord automatiquement les illustrations. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de neurones, ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui peuvent automatiquement aller chercher dans chaque page les images qui sont dans l'image, on va dire. Chaque image récupère ou hérite de son contexte une date et un lieu de reproduction. Et donc, on va pouvoir ensuite travailler de manière encore plus intéressante. Une fois que les images sont extraites, on les caractérise par ces vecteurs dont je parlais tout à l'heure. Les vecteurs sont comparés les uns aux autres dans un grand espace qui nous permet donc de regrouper les images par similarité, par groupe d'images similaires, avec un autre réseau de neurones qui permet de le faire. Nous avons construit une plateforme qui est destinée d'ailleurs à servir à d'autres projets. Pour l'instant, elle est dans la fameuse version bêta ou plus que bêta, qui a été développée par un autre de mes doctorants, Robin Champenois, qui nous permet donc, une fois qu'on a chargé toutes ces lignes que je vous ai montrées, de récupérer, au bout de quelques temps de calcul, toutes les images par groupe d'images qui sont comparables, qui sont proches les unes des autres, et l'algorithme est assez bluffant, je dirais, fait du travail très intéressant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on apprend la patience, parce que ça plante, parce que ça ne marche pas tous les jours, parce qu'on se rend compte que le corpus n'est pas équilibré. Bref, les résultats que je vous montre aujourd'hui sont très récents. On y travaillait encore hier soir. Nous avons exploré pour l'instant 10% du corpus. Je vous montre la carte qui concerne ce corpus, donc une cartographie en fait relativement occidentale, on va dire, mais quand même internationale et qui permet de dire des choses probablement au moins sur la circulation des images en Europe et un peu peut-être vers les États-Unis. Ça nous a donné presque 2 millions d'images qui donc travaillent sur les serveurs de l'université. Si la consommation d'électricité augmente, c'est peut-être à cause du projet Visual Contagions. Ces images de 2 millions d'images, voilà leur répartition, une petite cartographie rapide, juste pour vous montrer que nous n'avons pas que des images dans certains pays, aussi pour voir qu'effectivement, l'histoire des images et des illustrations apparaissent surtout après les années 1880, et on voit donc augmenter cette histoire de présence des images dans les imprimés illustrés. On voit aussi les limites de notre corpus, puisqu'après 1950, on a moins d'illustrations parce que moins d'images, donc c'est une partie un petit peu moins intéressante. Une fois qu'on a récupéré ces images, donc je vous l'ai dit, on va les comparer et on va sortir ce que nous appelons des clusters. Et nous allons classer ces clusters pour ne pas avoir à repérer d'abord les clusters d'images qui seraient toutes publiées dans la même revue. Nous les classons par ordre de nombre de villes différentes, le plus grand nombre de villes différentes dans lesquelles un cluster a circulé, entre guillemets, pour repérer donc les images, les groupes d'images les plus ubiquistes. Alors je sens que vous attendez des résultats. Quelle est donc l'image qui aurait le plus circulé? À votre avis, l'image qui aurait le plus circulé? La voici. Alors c'est là qu'on se dit, bon, il faut quand même un peu regarder son corpus, mais quand même nous avons isolé 4 grands groupes d'images qui ont le plus circulé, je dirais jusqu'aux années 40. Là on a
un corpus très fiable, très large, très réparti, bien équilibré. Je pense que là, on peut commencer à avoir, je ne dirais pas des conclusions définitives, mais plutôt des questions définitives. Premier grand groupe, c'est celui-ci, c'est ce groupe d'images d'une civilisation qu'on appelle la civilisation chrétienne. Ce sont des images, je m'y attendais assez peu, d'objets de culte qui circulent beaucoup, de peintures religieuses, des vierges à l'enfant, beaucoup plus de vierges que de Christ, beaucoup d'images aussi d'architecture gothique, église. Ça, c'est un gros groupe d'images qui circulent. Il nous faut évidemment, puisque je vous disais que les résultats sont récents, il nous faut approfondir l'étude de ces clusters et regarder par exemple si ça circule tout le temps à la même proportion par rapport aux autres images, si ça circule dans tous les pays. C'est donc le premier grand groupe. Deuxième grand groupe, alors là j'étais très étonnée, c'est un groupe de bustes. Alors quand les premiers résultats sont arrivés, c'était que des bustes masculins. Donc je commençais à me dire, tiens, on va pouvoir faire une analyse genrée, la civilisation de l'homme dominant, cérébral, voilà. Mais en fait, non, ce sont aussi des bustes de femmes et de bustes d'enfants. Alors bien sûr, il va falloir que l'on évalue un petit peu plus finement si les femmes sont apparues à une époque ou à l'autre, quand les enfants sont présents ou pas. C'est quelque chose qu'il faut interroger. Mais cette civilisation du buste, entre guillemets, ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble s'arrêter aux années 40. Le deuxième petite montagne, la deuxième petite montagne que vous voyez, c'est plutôt des portraits, parce que parfois l'algorithme se trompe et il confond un buste et un portrait. Il faut bien sûr, là encore, qu'on analyse les choses, mais ça pourrait participer au programme Que faire des bustes de l'université. Si vous êtes allé à Unibastion, vous avez vu qu'on ne sait pas trop quoi faire de nos bustes, et bien là, il y aurait des choses à raconter sur ces bustes. Troisième grand groupe, alors là, d'images, ce groupe a démoralisé mon fils aîné. Qu'est-ce que c'est? Si la diapo veut bien arriver. Ah, elle est partie. Le voici. Ça, c'est le troisième grand groupe d'images les plus représentés de notre corpus. Alors, que faut-il en dire? Est-ce que c'est une des racines visuelles de ce que mon fils écologiste appelle la bagnolite aiguë du XXe siècle? Il veut même pas passer son permis. Peut-être, en tout cas, il y a vraiment là un sujet à creuser et dans lequel nous allons bien sûr nous engouffrer. Ce qui est très intéressant, c'est que cet objet, enfin cet outil, plutôt ces méthodes et ce corpus nous permettent de voir, par exemple, que la reproduction des images d'automobiles commence assez tôt par rapport à l'arrivée des premières entreprises automobiles. Les premières entreprises automobiles, c'est 1891 à peu près, 91-92. Dès 1895, on voit arriver des publicités dans la presse et pas nécessairement dans les pays les plus producteurs. Le pays producteur d'automobiles à l'époque, c'est la France. L'Amérique arrive un petit peu plus tard, l'Amérique du Nord, et on voit que les publicités sont immédiatement placées à Prague dans des revues, mais pas n'importe quel type de revue. Ce sont des revues d'art, ce sont des revues d'élite. Alors évidemment, pour acheter une automobile, il fallait en avoir les moyens, mais je trouve très intéressant de voir comment très tôt les producteurs d'automobiles ont été conscients de l'importance de créer du désir autour de l'automobile. Alors est-ce que s'il n'y avait pas d'image d'automobile, les gens auraient moins envie d'acheter une automobile et feraient plus facilement du vélo? Je n'en sais rien, mais c'est un sujet très intéressant. Très intéressant aussi pour nous de constater qu'il y a une géographie intéressante, une espèce de triangulation Europe, États-Unis, Argentine surtout. Alors, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas assez de sources du Brésil, du Mexique? Je ne sais pas, mais de manière étonnante, l'Argentine est très représentée. Quatrième et dernier grand groupe, quelles sont les images qui ont le plus traversé les frontières? Ça fera plaisir à ma collègue qui ne voulait pas mettre la beauté en boîte, ce sont les images d'art. Les images qui ont le plus traversé les frontières sont les œuvres du passé, les œuvres d'art, mais aussi les œuvres d'art moderne et d'art d'avant-garde. Un exemple d'une image qui a beaucoup traversé les frontières, c'est la mélancolie de Dürer. Parfois même, et même souvent, elle traverse les frontières malgré les haines politiques. J'ai une collègue qui a fait sa thèse il y a une vingtaine d'années sur les relations artistiques franco-allemandes et qui expliquait qu'il n'y avait pas de circulation d'œuvres. Eh bien non. En quelques jours, ou quelques mois plutôt, puisque nous avons quand même mis des mois à rassembler notre corpus, nous montrons que peut-être qu'elle n'a pas tout vu,
et qu'elle n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Mais en tout cas, il y avait des choses qui circulaient entre France et Allemagne. Alors l'art circule mieux parce que c'est un monde plus international. Il y avait des expositions internationales, il y en a encore, parce que aussi des revues sont en réseau, échangent des clichés, partagent le même goût pour les mêmes avant-gardes. Peut-être aussi parce qu'évidemment, il y a un marché international des biens culturels depuis longtemps, lié à cette circulation des élites, lié aussi aux rivalités des nations. Avec nos outils, en tout cas, nous pouvons reconstituer ce qu'on appelle des provenances de manière très efficace. Ici, par exemple, la provenance du Laocoon du Gréco. On voit sa trajectoire dans nos sources vers, progressivement, il finit par arriver aux États-Unis. Mais aussi, l'art circule dans un monde plus international, peut-être parce que l'art, à cette époque, et il y a encore, est lié à un monde plus élitiste et parce que ce sont les élites qui, les premières, ont été internationales. Alors, je m'arrête, il est temps de s'arrêter. Comment conclure? Alors, j'espère vous avoir montré que c'est bien de temps en temps de parler d'images que l'on n'a pas vues. Pourquoi c'est bien? Parce que ça permet de mieux voir ce qu'on pensait avoir vu. Parce que aussi, peut-être, ça nous incite à voir des images qui ne nous sont pas arrivées par les canaux habituels de l'histoire, en fait par les canaux des vainqueurs. Parce que ce qui nous arrive à nous, c'est en général les images qui ont été filtrées par des filtres successifs de l'histoire et qui nous arrivent avec des biais, finalement, que peut-être avec plus de sources, on arrive à limiter. Évidemment, je n'ai pas de conclusion sur la mondialisation par l'image, puisque nous sommes en train de travailler dessus, vous l'avez compris, nous avons encore pas mal de choses à faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ces approches computationnelles, les sciences humaines, peut-être, commencent en tout cas à poser des questions. Peut-être pas à donner des réponses, mais à poser des questions dans le débat contemporain qui peuvent être intéressantes. Et non seulement elles commencent à poser des questions, mais peut-être elles peuvent le faire de manière un petit peu performative. Alors je vais m'expliquer. Vous savez ce que c'est qu'une performance? Je ne vais pas vous faire une performance, mais si vous aimez le cinéma, vous avez peut-être vu un film horrible qui est le film de Stanley Kubrick. Alors oui, avant d'y aller, qui s'appelle le film Orange Mécanique. Avant de passer à Orange Mécanique, je voulais quand même dire merci à l'équipe. Donc je mets leur nom parce qu'après je vais vous montrer des choses et je suis obligée de passer. Je remercie très chaleureusement l'équipe qui travaille d'arrache-pied sur ce projet. Vous voyez, ils sont en gras, ceux qui travaillent le plus dessus, mais les étudiants aussi sont impliqués dans ce projet puisque nous enseignons les humanités numériques avec nos recherches. Et vraiment, je tiens à dire combien leur implication est formidable et que nous avons une chance incroyable à l'Université de Genève d'avoir ce support technique, d'avoir des étudiants, des collègues de cette qualité. Donc je disais, voilà, je reviens à Orange Mécanique. Vous avez peut-être vu Orange Mécanique. Vous savez qu'Orange Mécanique, c'est l'histoire d'un méchant qui s'appelle Alex, qui est gavé de sales images et qui, parce qu'il a vu trop de sales images, va être très méchant. Il fait vraiment des choses les pires possibles, viol, meurtre, assassinat, et tout ça en plus en rigolant. Dans le film, il y a des scientifiques qui font des expériences. Après tout, pourquoi en sciences humaines, on ne ferait pas aussi des expériences? Et ils font des expériences, notamment sur Alex, qui accepte de se faire soigner. Et comment se fait-il soigner, Alex? Eh bien, on va le bombarder d'images mauvaises, d'images qui sont la cause de ses problèmes, avec l'idée que plus il en verra, plus il va se calmer et plus il va l'arrêter. Donc je vous propose un petit bombardement, comme Alex, en me disant peut-être demain vous irez faire du vélo grâce aux humanités numériques. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation magnifique qui a été suivie déjà, je dois le dire, par des dizaines de personnes en ligne. Et on a déjà eu des questions en ligne, notamment de savoir si jamais tu mettrais à disposition des slides pour le public. Oui. Excusez-moi. Évidemment, il faut juste que je vérifie auprès d'un artiste qu'il est d'accord que l'on voit son œuvre. Après, si c'est des diapos, on verra juste des images, on ne verra pas les gifs, les animations. Parfait. Maintenant, je me tourne vers la salle pour savoir si jamais il y aurait quelques questions dans le public. J'ai du mal à voir avec les lumières dans les yeux.
quelqu'un qui veut arrêter les voitures, donc s'il a... c'est insupportable, c'est ça? Si ça peut vous écœurer, c'est très bien. On continue encore un tout petit peu. Tu vois pas de main levée. Oui. Oui, bonjour. C'était par rapport à la représentation de la voiture. Je voulais savoir si c'était en lien avec le cheval, qui est l'animal le plus représenté dans l'art depuis les grottes de Chauvet il y a 37 000 ans. Est-ce que ça peut être une suite du coup de cet animal qui a été l'animal le plus représenté jusqu'à aujourd'hui dans les peintures, les sculptures et autres formes artistiques? C'est une excellente question à laquelle je n'avais pas pensé, puisque là, je vous dis, les résultats sont très récents. Il faut tout simplement qu'on cherche si les chevaux sont représentés dans notre corpus et jusqu'à quand, et si peut-être il y a une diminution des chevaux. On peut le faire puisqu'on a un outil qui nous permet de regarder si une seule image a des copines, on va dire. Mais pour l'instant, on n'a pas vu le cheval dans les milliers de premiers groupes d'images similaires de notre corpus. Donc je vais regarder dès demain. Je trouve cette question excellente et je vous en remercie. Oui. On voit, bon, d'après ce que j'ai compris, vous êtes allé à peu près jusqu'aux années 50 pour l'instant, puis je suis assez hallucinée par voir toutes les images qu'il y avait, alors qu'avant, il n'y avait pas Internet, tout ça, réseaux sociaux. Alors je me disais, ça fait souci quand on parle de la période contemporaine avec les réseaux sociaux, on est tous un média ambulant à soi, quoi. Alors comment, au niveau méthodologie, je ne sais pas si vous y avez pensé ou vous pensez faire? Ah, on y pense bien sûr. Vous savez, le syndrome du métro, moi j'ai été parisienne 20 ans, vous pensez à la station d'après quand vous êtes dans la station d'avant. Donc, évidemment, on y pense. Nous aurons un très net problème de mémoire et de capacité de calcul. Alors, il y a une loi, j'oublie toujours le nom de cette loi, qui explique que tous les ans, la capacité de calcul est multipliée par je ne sais plus combien. Mais on peut prendre des corpus plus petits, des corpus plus restreints. Et puis pour l'instant, nous n'avons pas encore loué un nœud de calcul pour les sciences humaines, mais c'est ce qu'on s'apprête à faire. Et donc rien que le passage à une échelle de type astronomique va nous aider grandement à augmenter nos corpus. Un autre problème des corpus numériques, c'est tout simplement les questions de droit. C'est-à-dire que pour étudier toutes ces images, il faudra qu'on fasse des accords avec des grands producteurs d'images. Pour l'instant, en tout cas, nous avons déjà un corpus qui est tout prêt, qui nous a été trouvé par un collègue en sciences sociales, Tommaso Venturini, qui a trouvé un corpus d'images de 4chan. Beaucoup d'images de 4chan, je ne sais plus combien de millions. Donc on se dit qu'on va s'essayer, se faire les dents avec ce corpus-là, puisque 4chan, c'est un réseau social, on va dire trumpiste, dans lequel circulent beaucoup de mèmes, ce qu'on appelle les mèmes. Donc là, on se dit qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Mais évidemment qu'on ne pourra pas, probablement pas, faire des analyses aussi mondialisées et sur aussi longue période pour Internet. Après Internet, les réseaux sociaux, ça n'a qu'une dizaine d'années, en fait. Donc, on essaiera, on verra, on fera des tests. Si je comprends bien, les images des 7 merveilles du monde n'ont pas circulé dans l'Antiquité, mais telle n'est pas vraiment la question que je voulais vous poser. J'en aurais 1000, je m'en tiens à une. Vous avez dit, ou vous avez fait dire, que les expositions d'art américain à l'étranger visaient plus à vendre des frigos et des voitures qu'à faire connaître la peinture américaine. Je ne sais pas si vous preniez cette opinion à votre compte ou si c'était une citation, mais je crois que c'est ce que vous pensez. On n'en dirait sans doute pas, on ne dirait pas pareil de la musique et du cinéma américain. Quoique, j'aimerais que vous commentiez cette question.
C'est une très bonne question. Je ne peux pas y répondre pour la musique et pour le cinéma parce que je ne travaille pas dessus. Mais très clairement, ce que je peux vous dire, je pense, c'est que l'historiographie et même les idées générales répandues sur l'art américain, entre guillemets, parce qu'en fait c'est l'art new-yorkais et pas l'art américain et pas non plus l'art états-unien, l'historiographie et les idées répandues sur cet art sont effectivement influencées par l'idée générale du triomphe de la culture nord-américaine et donc la circulation des films et de la musique, très clairement. Mais c'est pas parce que ce serait vrai pour la musique que ça doit l'être pour les images d'art. En tout cas, je crois l'avoir assez bien montré, j'ai travaillé 15 ans dessus. Ça ne fonctionne pas pour la peinture moderne. Mais on peut dire qu'il y a eu quand même, ça je ne l'ai pas dit, il y a eu quand même un plébiscite pour l'art new-yorkais à partir de l'arrivée du pop art. Là, il est très clair que le pop art a vraiment a changé la donne, mais ça, c'est pas avant 63, 64. Merci. Une question ici? Bonsoir Béatrice, merci pour cette conférence. Bon, ça fait longtemps que j'écoute tes conférences et je voulais savoir si justement avec ce nouveau projet de recherche, tu t'étais amusé à revoir les circulations des images des œuvres que tu as étudiées dans tes livres à travers justement des nouveaux supports comme les revues ou peut-être bientôt Internet, je ne sais pas. Alors, je l'avoue, je n'ai pas été très surprise par ce que j'ai vu dans les circulations des œuvres sur lesquelles j'avais travaillé. Et j'en suis assez contente, peut-être parce que ça me permet de voir que je n'ai pas l'impression de m'être vraiment trompée dans l'analyse que j'ai faite de la circulation internationale des carrières artistiques jusqu'aux années 60-70. Après, ce que j'ai montré, par exemple, d'une œuvre d'art allemande qui circulait, ça m'a plus étonnée. Parce que jusque-là, j'avais lu les travaux de ma collègue et que je pensais comme elle. Et puis, j'avais en fait vu les revues que j'avais compulsées avec ses yeux de cette collègue. Donc, je n'avais pas vu ce qui circulait. C'est ça qui est étonnant, c'est que notre regard, en fait, il est informé par ce qu'on a lu avant. Et donc, parfois, on voit sans voir. De même que des fois, on entend sans écouter, eh bien, il y a des fois, on voit sans voir. Et donc ça, je ne l'avais pas vu. Et l'avantage de cette infrastructure, c'est qu'elle nous balance des grappes d'images comme ça, et que là, on ne peut plus ne pas les voir, je veux dire. Mais pour ce qui concerne les œuvres sur lesquelles j'avais travaillé, c'est quand même assez... ça ne contredit pas... pour l'instant ce que j'ai écrit, mais peut-être que ça le contredira et j'en serais ravie parce que du coup on réfléchit davantage et on écrit de nouvelles choses. Ce serait très enrichissant. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. De la circulation des œuvres que tu avais observées à travers les catalogues d'exposition. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais pour l'instant aussi, il faut dire que nous n'avons pas eu le temps de compulser vraiment en détail toutes les sources que nous avons. Et effectivement, on a énormément d'images. Donc là, il va falloir qu'on se partage le travail et que chacun aille creuser un petit peu plus un domaine. J'ai quand même évidemment beaucoup regardé ce qui circulait en termes d'art. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est ce qui circule le plus, ce ne sont pas les œuvres d'avant-garde. Bon, ça, on le savait déjà, hein. Mais ce sont les œuvres mainstream de l'impressionnisme mondain dont je parlais tout à l'heure. Donc des portraits de grandes bourgeoises, de très beaux paysages aussi, qui circulent parce que les gens les aimaient et donc ils reproduisaient ce qu'ils aimaient. Et effectivement, le milieu des expositions n'est pas nécessairement celui des revues. Le milieu des revues est un milieu plus large, même s'il est élitiste. C'est pas le milieu des professionnels de l'art, c'est pas le milieu des artistes, c'est plutôt le milieu des gens qui achètent. Et les gens, ils achetaient souvent des choses qui n'étaient pas nécessairement avant-gardistes. Il y a une question ici. Bonsoir. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions aussi, disons, de qualité, pas seulement de quantité, ou plutôt
quel est l'impact? Si on peut comprendre que toutes ces images de voitures ont peut-être modelé le monde qu'on vit, quoique ce n'est pas sûr, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, hein? Qu'en est-il de tous ces bustes, par exemple? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur ces flux et ces images dominantes? Ce n'est pas le même type d'image déjà. Je dirais que les bustes, enfin plutôt les automobiles, il y a eu des acteurs qui ont pris la décision de prendre des photos d'automobiles, de faire poser la voiture, de la mettre de profil, de face ou de côté, de mettre une femme à côté ou des enfants dedans, et qui ont pris la décision de payer une revue pour que la revue les reproduise. Ça, c'est très clair. Pour les bustes, ce n'est pas le même type de décision. Alors il faut qu'on creuse là encore, mais pour le buste, on est plutôt dans des images qui illustrent le travail des artistes d'une époque ou qui parlent de personnes. Ça, j'ai pas assez d'éléments pour répondre, mais pour moi, c'est pas le même type de décision. On a d'un côté ce que Bernays appelait de la propagande. Bernays, c'était le neveu de Freud et qui a écrit un livre qui s'appelait Propaganda et qui explique très bien comment faire acheter des savons, plus de savons aux gens ou plus de pianos. Comment on fait très efficacement. Et mettre des images dans des revues, ça en fait partie. Je ne pense pas que les bustes qu'on voit dans les revues aient été mis là parce qu'on voulait faire acheter plus de bustes. Ce n'est pas le même type de décision. Donc peut-être que pour les bustes, on a plus affaire à de l'illustration, peut-être aussi une espèce d'inconscient collectif. Alors c'est délicat de parler d'inconscient collectif, mais il y a des gens très sérieux qui en ont parlé, notamment un historien de l'art qui était fou d'ailleurs. C'est pour ça qu'il intéresse les historiens de l'art, qui s'appelait Aby Warburg. Et Aby Warburg, il s'intéressait à la circulation de ce qu'il appelait les Pathosformen, les formes de pathos visuels dans le monde, et il montre, avec ses moyens, dans les années 20, comment certaines formules circulent de l'Antiquité jusqu'à nos jours, il les retrouve. Peut-être qu'on a un petit peu ça. Et là, pour le coup des bustes, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt peut-être comment l'individu est représenté. Est-ce que peut-être à un moment, on a commencé à représenter plus de foules? Effectivement, on voit apparaître des foules dans les années 30, dans notre corpus. Et on voit diminuer les bustes. Donc peut-être que là, on a plutôt ce genre d'image. En tout cas, c'est la manière dont je me pose cette question. Mais là encore, il faut creuser, il faut mettre du monde. Donc si vous avez des gens qui veulent faire une thèse sur les bustes, on trouvera un financement. C'est plutôt de cette manière que j'aurais tendance à l'aborder. Après, l'œuf ou la poule, la publicité, c'est quand même très efficace. Alors, il faudrait faire des expériences de sciences cognitives, de prendre une population et de la mettre sans image de voiture pendant 50 ans et de voir si elle a envie de conduire. J'en sais rien, mais sérieusement, le désir des gens de changer de voiture au bout de 3 ans, il ne vient pas du fait que la voiture ne marche plus. Il vient du fait qu'il y a des publicités où on vous montre et que votre voisin vous envie parce que vous avez une voiture plus belle. Ça fonctionne énormément. Et ça, c'est des images qui véhiculent ces idées-là. Donc, l'œuf ou la poule, je pense qu'on peut poser la question, mais on ne peut pas donner de réponse. Et j'ai plutôt tendance à penser que l'image a un rôle essentiel dans la civilisation qu'on appelle l'anthropocène. L'image des voitures, notamment. Mais ça se débat. Mais je ne veux pas vous interdire de prendre votre voiture. Si vous en avez une. Bonsoir. Merci pour la conférence. Donc vous avez parlé à un moment d'équilibrage du corpus et je me demandais si vous aviez des critères pour constituer un corpus qui soit représentatif. Tout à fait, très bonne question. Nos critères, c'est d'abord que tous les pays soient représentés si possible. Par exemple, on va mettre en place des campagnes de numérisation dans certains pays avec des collègues, notamment par exemple en Croatie, où on a une collègue qui va numériser des revues pour que nous ayons des revues, parce que nous savons que ces revues existent et qu'il faudrait les mettre dans le corpus. Donc là, la représentativité ou l'équilibrage du corpus, il passe un peu par le volontarisme. Et de même, nous aimerions beaucoup avoir plus de sources africaines. Il y a aussi des statistiques, des méthodes statistiques qui permettent de rééquilibrer un corpus. C'est-à-dire de savoir que peut-être sur une année, sur une dizaine d'années, si on fait un sondage très systématique
sur tout ce qu'on pourrait avoir sur un domaine donné en termes de publication, on pourra peut-être, alors ça reste de la recherche, donc tout est sujet à débat, mais en tout cas, on pourra peut-être rééquilibrer le corpus aussi par ce type de méthode. Après, quand il s'agit de pister des circulations, quand on piste une circulation, les images qui circulent, elles circulent, ça c'est sûr. Représentatives ou pas, elles circulent. On peut le dire. Ce qui est plus difficile, c'est de dire si c'est vraiment l'automobile qui est l'image qui a le plus circulé. Pour l'instant, notre corpus nous montre que c'est le bus sur ce corpus et dont on dit et on sait que c'est un corpus plutôt nord-américain, européen. Voilà. Ensuite, le rééquilibrage, pour ce qui concerne par exemple l'Europe et les États-Unis, et surtout l'Europe, ce que nous avons, moi j'ai travaillé beaucoup en archives, beaucoup en bibliothèque, je pense que c'est un corpus représentatif. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'un corpus représentatif? C'est une question que tout le monde doit se poser, c'est très difficile. Même dans les sondages, on a beaucoup de mal à savoir si on a exactement la bonne quantité de personnes pour représenter la population sur laquelle on travaille. Et ça, je dirais, c'est la recherche, c'est le Graal peut-être de toutes les approches quantitativistes. Mais réciproquement, une analyse de cas, en quoi c'est représentatif? Donc ce qui est intéressant plutôt, je pense, c'est de se dire qu'on est conscient qu'il faut avoir peur de notre corpus, mais qu'il faut le connaître, qu'il faut savoir rendre compte de ce qu'on a fait, et puis ensuite, pas tant faire des affirmations péremptoires que dire, voilà, on a une question qui s'ouvre, et ensuite, comment, à partir d'autres sources, d'autres échelles d'analyse, des études de cas, des études de groupe, des études plus formelles, des études plus sociologiques, des études plus esthétiques, comment la même question peut être traitée avec des réponses qui iront dans le sens de la question ouverte ou au contraire qui donneront autre chose et ne vérifieront pas les hypothèses en question. Personnellement, quand j'écris des articles, je ne me contente pas de l'approche distante parce que cette approche distante, elle est limitée et qu'elle peut être remise en cause par les autres approches, les autres échelles de travail. Donc la question de la représentativité du corpus est très importante et on se la pose en permanence, mais ça ne nous empêche pas de donner des réponses scientifiques, je crois, pertinentes quand nous travaillons. Je me permets de faire le relais d'une question qui a été posée en ligne, qu'il y a toujours du monde qui continue de te suivre sur Internet. Considérez-vous qu'il peut y avoir des biais avec les algorithmes utilisés? Et si oui, comment comptez-vous aborder le problème? Alors là, c'est la vraie question. Ce serait, alors les biais des algorithmes, en général, ce sont des biais de genre, parce que certains algorithmes, la plupart des algorithmes qui travaillent sur des images sont entraînés sur un gros corpus qui s'appelle ImageNet, et qui est un corpus qui était, parce qu'apparemment, il a été un petit peu changé, entraîné surtout sur des objets occidentaux, peu d'objets d'ailleurs, et sur des visages occidentaux. Et donc, les algorithmes entraînés sur ImageNet reconnaissent facilement des visages blancs, mais pas des visages noirs, par exemple. Ils confondront peut-être deux visages noirs, et donc risque effectivement, si la police utilise ces algorithmes, elle risque de se tromper, surtout pour les personnes de couleur. Ça, c'est un véritable biais. Pour ce qui nous concerne, tout algorithme a des biais. En revanche, je vais voir ce que l'algorithme apporte. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des bustes et je disais que pour les années 50, 40, 50, 60, il y avait une petite montagne de statistiques et je disais que c'était plutôt des portraits photographiques. Je l'ai vu. Donc oui, mon algorithme peut se tromper, mais je vais passer par l'algorithme qui dit ce qui se passe. C'est moi qui dis. C'est moi la chercheuse, c'est moi qui regarde ce que l'algorithme rapporte. Donc l'algorithme, il m'apporte des choses, il me les balance dans la tête, entre guillemets, et ensuite à moi d'en faire ce que je veux. Donc tout algorithme aura des biais qui sont liés effectivement, d'une part, au corpus sur lequel l'algorithme a été entraîné, mais aussi sur ce que l'algorithme recherche. Par exemple, les traits de caractère, les features, on appelle ça des features en vision, en vision artificielle. Les fameux features qu'on va comparer, eh bien, on pourrait les changer. Et nous, on a utilisé plusieurs algorithmes différents successivement. On les a comparés, on a fait des statistiques pour voir ce qu'on rapportait, ce qui était des bons résultats, ce qui était des mauvais résultats. À chaque fois, on prend la moins mauvaise solution. Donc oui, il y a toujours des biais. Pour ce qui nous concerne, ces biais,
ont un impact, oui, ont un impact, peut-être parce qu'ils vont nous faire perdre des images, mais en tout cas, celles qui nous arrivent, on les a. Et quand on a décidé et qu'on est convaincu que oui, c'est une image de cheval, oui, c'est une image de voiture, eh bien là, ça marche. Alors pour les voitures, l'algorithme, il ne se trompe jamais, ça c'est garanti, il a été bien entraîné. Et donc dans le GIF que je vous ai montré, c'est exactement toutes les images qui sont arrivées par l'algorithme. Il n'y a pas une image qui ne représente pas une voiture. Voilà. Peut-être qu'on aura des biais plus grands, je ne sais pas, pour la reconnaissance des œuvres d'art, mais là aussi, ils ne se trompent pas trop. En général, ils nous rapportent vraiment des images qui ressemblent toutes par exemple, la mélancolie ou à telle œuvre de Monet ou telle œuvre de Paul Klee, j'en sais rien. Ça fonctionne très bien. C'est assez épatant. Nous prévoyons aussi, ça on verra si on arrive à le faire avec la capacité de calcul que ça demande, d'utiliser d'autres algorithmes qui n'ont pas de biais, entre guillemets, au sens où ils observent des petits morceaux d'une image. Et donc, s'ils voient une main dans cette position et qui trouve une autre main dans cette position, eh bien, il va les comparer et les apparier. Pour le coup, que l'algorithme ait été entraîné sur un visage de telle couleur ou de genre féminin ou de genre masculin, ça n'a pas d'impact. Donc il peut y avoir des algorithmes qui font juste leur travail de comparer des pixels avec des pixels, d'autant plus qu'on ne leur demande pas de nous définir qu'un contenu est un contenu. On ne leur demande pas aux algorithmes, pour le projet en tout cas, on ne leur demande pas de nous dire ça c'est un cheval, ça c'est une voiture, ça c'est un homme ou ça c'est une femme. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif du projet. Je ne pense pas que ça le sera. En tout cas, on n'a pas besoin de ça dans l'équipe pour l'instant. Il nous suffit pour l'instant, nous, d'utiliser des choses très simples, c'est-à-dire que l'algorithme nous dise quelles sont les images qui se ressemblent, et on est très content. Alors, encore beaucoup de questions. Monsieur, Arrêtez. Après. Juste derrière, non? Merci beaucoup. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous avez exclu les images des actualités de votre analyse? Et je m'explique parce que quand j'ai vu votre tableau, par exemple, il y a un journal de Lutsk, de l'Ukraine de l'Ouest, sous l'occupation nazie à l'époque, en 1942. Je vois mal là-bas la publicité de voitures ou des images d'art. On doit avoir là-bas les bustes de Hitler, par exemple. Alors, comme je l'ai précisé, les résultats que je vous ai montrés concernent 10% du corpus. Donc, dans ces 10%, nous avons choisi un lot de revues qui nous paraissaient assez cohérents, mais pour l'instant, il n'y a pas les journaux d'actualité. Et ça fait partie du prochain round, on va dire, sur lequel on va travailler. Et là, on verra si les questions ouvertes par les résultats de la première exploration seront les mêmes ou pas les mêmes. J'ai tendance à penser que on aura peut-être plus de portraits, ça certainement, puisque les images d'actualité mettent beaucoup de portraits. Mais il n'y a pas tant d'images jusqu'aux années 20. C'est pas, en fait, ce sont beaucoup de... Enfin, on a aussi traité une partie du corpus et c'est beaucoup de textes. On a beaucoup de pages où il n'y a pas d'images. Il y a aussi des décorations parfois, mais c'est pas... ou des lettrines. Ça, les lettrines arrivent beaucoup. Ce sont des images, des lettres décorées. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne... Ça n'arrive pas beaucoup. Il y a un autre corpus que l'on va analyser qui va être très intéressant. Ce sont les journaux de cinéma. Et là, on verra quelles sont les stars les plus représentées, probablement. Il y a un autre projet en France qui a travaillé aussi sur les journaux de cinéma, pas avec les mêmes questions ni les mêmes méthodes, mais en général, ce sera plutôt des portraits. La variété des images représentées est moins grande. Enfin, c'est une hypothèse, peut-être qu'on sera surpris. Il y a encore une question en ligne, donc je me permets, avant de clore la séance des questions, je suis désolé pour toutes les personnes qui avaient encore plein de questions, mais on laissera la parole à Internet d'une certaine manière, parce que ces questions, en fait, plutôt qui va vers Internet et ce qui circulait, donc tu n'étudiais pas. Mais que pensez-vous des réseaux sociaux, notamment Instagram, nouvelle vitrine des images, et nouveau vecteur de propagande moderne? Est-ce que tu peux répéter la question? Que pensez-vous des réseaux sociaux, notamment Instagram, nouvelle vitrine d'images, nouveau vecteur de propagande moderne? Les réseaux sociaux, nous, on en a besoin et on les utilise pour faire la propagande de notre projet. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien.
Ce que je pense plutôt, c'est qu'il faut éduquer aux réseaux sociaux. J'ai 4 enfants et je les éduque aux réseaux sociaux. Alors, ils ne sont pas sur Instagram et il n'y a que les grands qui ont un téléphone. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est un outil formidable. C'est une chance incroyable que nous avons et qu'à notre génération, qu'il faut savoir l'utiliser bien. Et en même temps, c'est comme l'autoroute. Vous apprenez à votre enfant à ne pas traverser l'autoroute. Eh bien, il faut lui apprendre à ne pas aller trop n'importe comment sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est surtout ça l'enjeu d'aujourd'hui. En tout cas, je fais partie de la commission romande de l'éducation numérique qui réunit toutes les divisions de l'instruction publique des pays romans, et on réfléchit beaucoup là-dessus, et je suis très contente qu'ils sollicitent l'université. Mais c'est ça la question importante, c'est pas dire c'est bien, c'est mal, c'est d'apprendre aux enfants, et même nous les adultes, d'apprendre à bien s'en servir pour nos propres projets, et à bien s'en servir aussi pour apprendre des choses. Moi, j'utilise beaucoup Twitter, par exemple, pour me mettre au courant de la recherche contemporaine, notamment sur les réseaux sociaux. Il me reste à remercier Béatrice Huailleux-Prunel pour sa conférence qui nous a passionnés. On aurait pu encore continuer très longtemps ce dialogue. Je crois que c'est la meilleure ambassadrice que l'on pouvait imaginer des humanités digitales. Merci beaucoup de porter cette thématique dans une université polyvalente qui permet justement ces rencontres entre les humanités, les sciences computationnelles et puis l'intelligence artificielle. Et j'en profite, si vous êtes convaincus maintenant que les humanités digitales, c'est vraiment une orientation intéressante pour le développement de la recherche et de l'enseignement dans notre université, de venir consulter le Bodmer Lab, qui est aussi une autre manière de numériser des œuvres mondiales exceptionnelles et qui permet justement à des chercheurs de travailler sur des corpus qui sont mis à leur disposition. Merci à toutes et à tous de votre présence. Continuez à nous suivre avec les événements que nous organisons très régulièrement. Demain, le débat sur Horizon Europe et la CORCAD. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.